Cette semaine, nous faisons un tour de magie avec de la chaux. Alors aujourd'hui, je voudrais peindre le mur de la buanderie avec une peinture à la chaux, c'est-à-dire uniquement constituée de chaux. Alors sur la partie que vous voyez là, que j'ai refaite à la chaux, il ne devrait pas y avoir de problème. Par contre sur la partie droite, qui est constituée, qui est faite, qui a reçu un enduit en ciment, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, si ça va tenir. Donc ça fait partie du test. Et puis je vais essayer aussi de faire le mur extérieur, là vous voyez où la peinture est abîmée aussi. Alors il faut savoir que ce mur est un peu humide et je vais voir, ça fera partie du test aussi, voir si la peinture à la chaux résiste à l'humidité. Alors voilà ce dont j'ai besoin pour faire ma peinture à la chaux. Certains rajoutent dans leur peinture à la chaux du sel d'Alain ou alors de la colle à papier peint, comme ce que j'ai ici. Alors pourquoi ça? D'après ce que j'ai compris, c'est que le grand ennemi de la chaux, c'est de sécher trop rapidement. Si c'est le cas, elle ne fait pas sa carbonatation, je crois que c'est le terme, et donc elle ne redevient pas, elle ne repasse pas sous forme calcaire qui est son état initial. Et donc si ça ne se produit pas, et ben on a une peinture qui est farineuse, c'est-à-dire qui se décompose et qui ne tient pas. Voilà, donc aussi bien le sel d'Alain que la colle à papier sont des éléments qui retiennent l'eau, emmagasinent l'eau et donc permettent à la chaux de sécher beaucoup plus lentement et d'obtenir de meilleurs résultats. Voilà, ça c'est la théorie, maintenant on va voir en pratique ce que ça donne. Alors je mets des gants parce que la chaux c'est irritant. Alors si vous avez oublié de mettre des gants et que vous avez les mains qui brûlent à la fin de journée de votre travail avec la chaux, ce qui est recommandé c'est de laver vos mains au vinaigre ménager. Alors ça je vais en préparer une quantité pas trop importante, parce que comme c'est ma première fois, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je vais mettre un peu de colle à papier peint, un peu au feeling, parce que je ne connais pas les quantités. Alors ça serait mieux si j'avais un malaxeur, mais j'en ai pas. Et on est dimanche, je ne peux pas m'en acheter un. Donc je vais me débrouiller avec ça pour l'instant. Bon, rien que la colle à tapisserie, à papier peint, ça épaissit déjà pas mal le mélange. Bon voilà, la consistance me paraît pas mal. C'est sûr qu'avec un malaxeur, ça serait quand même mieux. Et puis je pense qu'il faudrait que je teste aussi la laisser reposer toute une nuit pour voir si ça gonfle comme de la pâte à crêpes. Mais j'ai déjà essayé comme ça, je vais voir ce que ça donne.
Avant de peindre, j'humidifie le mur afin de ralentir au maximum le séchage et permettre à la chaux de faire sa prise dans de bonnes conditions. Bon allez, soyons fous. Je vais essayer de peindre avec un pistolet. On va voir ce que ça donne, puisqu'on en est aux essais. Bon, l'embêtant c'est qu'il y a des grumeaux et je pense qu'il ne va pas trop apprécier. Mais bon, on va voir. Vous ne verrez pas d'application de la chaux au pistolet car cela a été un échec total. Comme le montre le test de viscosité que j'effectue, la chaux, même si elle semble parfaitement lisse, comporte des particules de trop grosse taille pour être pulvérisées par un pistolet amateur. J'ai malgré tout essayé et tout ce que j'ai obtenu, c'est 2 heures de nettoyage du pistolet. J'ai même tenté avec un pulvérisateur de jardin avec le même piteux résultat. Je me rabats donc sur des techniques plus classiques. Première leçon de cette expérience. Je pense qu'il ne faut pas chercher à faire une couche de finition tout de suite. Ce qui me semble marcher bien, c'est de faire un mélange assez liquide en fait, et juste à ce stade-là faire une première couche qui va fixer le mur et qui est une couche d'accroche en fait. Donc ça a l'air de marcher pas mal. Et avec la brosse à tapisser, là, c'est pas mal aussi. Donc je vais faire ça. Je vais faire tout mon mur comme ça avec une première couche d'approche assez liquide pour bien fixer le mur. Et puis demain, je ferai une deuxième couche pour là avoir un blanc un peu plus soutenu. Voilà, donc 24 heures après la première couche, c'est ce qu'on obtient. En parallèle, hier, j'ai lu pas mal sur la chaux et j'ai vu qu'en fait, le principal problème qu'on pouvait rencontrer avec la chaux, c'est qu'elle sèche trop rapidement. Et si elle sèche trop rapidement, elle peut craqueler et surtout, elle peut devenir farineuse, c'est-à-dire qu'il y ait des résidus d'une poudre blanche qui se mettent sur les doigts lorsqu'on passe la main sur le mur. Pour éviter ça, hier, j'ai fermé toutes les portes de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'aération et que l'humidité reste bien dans la pièce. J'ai pulvérisé encore un peu d'eau pendant le séchage sur la chaux. Je ne sais pas si c'est bien. Enfin, toujours est-il que si vous voulez a priori réussir votre chaux, il faut veiller à bien humidifier le mur avant d'appliquer la chaux, de travailler dans des conditions de température plutôt fraîches. Alors là, je sais bien, on est en juin, on a déjà plus de 30, c'est pas facile, mais là j'ai la chance de travailler dans une pièce qui est au cœur de la maison et c'est plutôt frais. Et donc éviter évidemment de travailler en plein soleil, en plein vent, etc. Alors, faut attendre, après la première couche, il faut attendre 24 heures pour passer la deuxième couche. Il faut attendre en fait que la carbonisation ait débuté pour pouvoir appliquer une deuxième couche. Par ailleurs, hier, j'ai préparé un mélange de chaux que j'ai laissé reposer donc toute la nuit. Et là, on va voir ce que ça donne. Donc là, il y a une petite croûte qui se forme dessus. Alors, d'après ce que j'ai vu, c'est normal et c'est signe d'une chaux de bonne qualité. Vous voyez, une petite couche qui se craquelle là. Et en dessous, on a la pâte de chaux. Alors, comme la chaux aérienne durcit au contact de l'air, si on la conserve comme ça avec une petite couche d'eau qui la préserve de l'air, eh bien, on peut la conserver pratiquement indéfiniment de cette manière-là.
Donc voilà, j'ai terminé la deuxième couche de ma peinture à la chaux et je vous fais un petit retour d'expérience. Donc c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs surfaces assez différentes. On commence par une surface sur ce mur-là. Je vais déplacer la lumière en même temps que je vous parle. Voilà. Alors, ce mur-là, il y avait déjà une peinture blanche appliquée dessus. Je ne sais pas si c'était de la chaux ou une peinture industrielle, je ne sais rien. Enfin, toujours est-il que avec deux couches, on obtient un résultat tout à fait satisfaisant. C'est bien blanc, c'est bien mat, c'est joli. Donc, pas de problème avec ça. Deuxième surface que j'ai pu tester. Là, j'ai refait une partie du mur avec un mortier de chaux. Et donc j'ai appliqué dessus deux couches de peinture à la chaux. Et vous voyez que le résultat là aussi est assez satisfaisant. D'autant plus qu'en séchant la chaux blanchie, donc là on n'est pas encore au maximum du blanc qu'on va obtenir au final. Donc là aussi, satisfaisant. Autre surface que j'ai testée, là on a une grosse poutre en chêne sur laquelle j'ai mis ma peinture de chaux. Donc je trouve que le résultat est plutôt sympa, sauf que j'ai lu hier soir, je continue à lire sur la chaux, que appliquer une peinture à la chaux sur du chêne directement, sans protection, ça faisait remonter les tanins et ça noircissait le bois. Alors, je n'ai pas constaté ce phénomène sur ma poutre, mais je vais être attentif et puis voir ce qui se passe. Et enfin, troisième surface que l'on avait. Donc là, c'était un enduit de ciment, donc mortier de ciment. Donc une surface imperméable et relativement sombre. Donc là, vous voyez qu'au bout de deux couches, on est encore loin d'avoir un résultat satisfaisant. Alors voilà le résultat après séchage de la deuxième couche. Donc il y a encore, on voit encore un petit peu le mur en béton derrière, mais ça a quand même bien blanchi au séchage. Et ce qui est bien aussi, c'est que il n'y a pas du tout de... ça ne farine pas. Donc ça, je suis assez content de ça. Donc la chaux a bien pris. Donc là, j'ai trouvé une assistante pour faire la troisième couche, et qui sera certainement la dernière. Bien, troisième couche appliquée, sèche. Vous voyez, le résultat est assez sympa. En tout cas, on a bien couvert le mur. Même les zones qui étaient en parpaing, donc assez gris, maintenant sont totalement blanches. Donc un bon couvoir couvrant après la troisième couche. On peut voir aussi également sur ce mur-là qu'on a un résultat qui est tout à fait satisfaisant, avec un mur bien blanc, bien propre. T'es chaud pour la chaux? Comment? Est-ce que t'es chaud pour la chaux? Je suis toujours chaud pour la chaux. Allez, on y va. Je vous montre mon repère. Ça bosse dur dedans. Bah ouais. Je vous mets un peu de lumière, sinon on va rien voir. Petit spoiler des prochaines vidéos. Petit teasing. Alors, voici ce que j'utilise. Deux types de chaux. De la chaux aérienne, celle 90, ou de la chaux hydraulique, NHL 3.5. Alors au début, j'étais un petit peu perdu sur qu'est-ce que c'est que la chaux aérienne, qu'est-ce que c'est que la chaux hydraulique. Bon, alors la chaux aérienne,
c'est de la chaux qui a été obtenue à partir de la roche calcaire très pure. Alors que la chaux hydraulique, il va y avoir d'autres types de roches à l'intérieur, comme de l'argile ou autre chose. Donc, résultat de ça, c'est que la chaux aérienne, elle est très blanche et elle est plus souple que la chaux hydraulique. Donc la chaux aérienne, on va l'utiliser principalement pour des travaux de finition, donc peinture ou enduit de finition. Alors que la chaux hydraulique, on va l'utiliser principalement pour du gros œuvre, donc montage de murs, réparation de murs, éventuellement fondation, tout ce type d'opération. Sur la NHL, vous avez donc un chiffre, donc là c'est 3,5. Vous pouvez en général trouver dans le commerce de la 2 ou de la 5. Donc la plus commune c'est la 3,5. Et le chiffre en fait détermine la dureté de la chaux. Donc une NHL 5 va être très dure, donc réservée à des travaux assez lourds qui demandent quelque chose d'un peu dur. Alors que la NHL 2 par exemple va être plus souple. Bon, j'ai compris la différence entre la chaux aérienne et la chaux hydraulique. Mais pourquoi est-ce que j'utiliserais de la chaux? Alors, il y a plusieurs raisons. La chaux d'abord, ça laisse respirer ton mur. Dans une maison ancienne, la vapeur d'eau circule dans les murs, la maison est constamment en interaction avec son environnement, et donc il faut laisser cette circulation de vapeur d'eau se faire. Sinon ton mur accumule l'eau et progressivement est dégradé. Donc dans une maison ancienne, c'est pratiquement obligatoire d'utiliser de la chaux. Deuxième aspect, la chaux c'est assainissant, c'est aussi économique. Tu vois le paquet de 15 kg que je t'ai montré de chaux aérienne, ça m'a coûté 13 €. Et la chaux aérienne est beaucoup plus chère que la chaux hydraulique. Et avec un paquet de 15 kg, on fait des mètres carrés et des mètres carrés de peinture. Donc quand on voit le prix des peintures dans le commerce, la différence est importante. Autre avantage, c'est que la chaux, à la différence d'une peinture, une peinture va te créer un film sur le mur. Donc en fait, une peinture ne fait pas vraiment corps avec le mur. Elle va essayer de s'accrocher au mur du mieux qu'elle peut. Mais fatalement, à un moment ou un autre, et on le voit tous, la peinture, elle se décolle, elle cloque, elle perd son adhérence avec le mur. Alors que la chaux, non. La chaux fait corps avec le mur. Ce n'est pas un film qui est posé sur le mur. Elle est vraiment intégrée au mur. Et puis, dernier avantage de la chaux, c'est que c'est assez écologique. Alors, avec des guillemets, parce que ça reste le processus de fabrication de la chaux fait intervenir des hautes températures, donc nécessite des fours et donc nécessite un dégagement de carbone. Mais ce qui est avantageux avec la chaux, et vous l'avez vu dans la vidéo, on la conserve très facilement. Il suffit de mettre de l'eau, de s'assurer qu'il y a un petit film d'eau dans la préparation, et on peut la conserver des mois. Alors qu'une peinture, et ça vous l'avez tous vécu, vous ouvrez votre pot de peinture, vous l'utilisez la moitié du pot, vous refermez le pot. Un mois après, quand vous essayez de réutiliser la peinture, en général, il y a une couche qui s'est formée, et puis vous essayez de la transpercer, et puis ça fait des saletés partout, et puis voilà, c'est plus utilisable, et vous jetez. Voilà, alors que la chaux, même dans le pire des cas, s'il vous en reste, comme c'est un produit naturel, vous mettez ça dans le jardin, ça va pas détruire votre sol. Ça va être absorbé par le sol sans difficulté. Alors ça m'a l'air parfait la chaux, il n'y a aucun défaut. Si, il y a quand même des défauts. Alors, je dirais le défaut, c'est surtout à l'usage. Déjà, si vous voulez faire une peinture avec une teinte, dans le commerce, c'est facile. Vous achetez toujours exactement le même pot avec exactement la même teinte et a priori, vous allez retrouver la même chose. Dans la chaux, vous ne pouvez pas faire ça. Vous allez faire votre chaux, votre peinture de chaux, et vous allez intégrer des pigments. Donc, si vous faites plusieurs préparations, il y a des chances que si vous n'êtes pas super précis, vous n'obteniez pas exactement la même teinte. Donc ça, c'est un inconvénient. L'autre inconvénient que j'ai vu, moi, que je n'avais pas imaginé jusqu'alors, c'est que, vous avez vu, c'est impossible à utiliser avec un pistolet à peinture. Il y a trop de grumeaux, voilà. La granularimétrie est trop importante.
Et là, par exemple, je me pose la question sur la salle de bain qu'on est en train de refaire. Je dois refaire tout le mur, tout le plafond en blanc. Et j'aimerais bien le faire à la chaux, mais l'idée de me coltiner une brosse au-dessus des yeux à appliquer de la chaux sur le plafond pendant des heures, au lieu de simplement prendre un pinceau à peinture et faire ça en quelques minutes, j'avoue que là, je suis pas chaud pour la chaux.